Bonjour à tous, bienvenue dans cette Good Week 2024. Merci de nous avoir rejoints. On a hâte de vous retrouver à nouveau cette année pour parler philanthropie ensemble et pour innover pour le bien et innover pour le lien, puisque c'est le slogan de cette Good Week. La Good Week, c'est une semaine de table ronde, de conférences, d'ateliers qui est organisée par Force for Good en partenariat avec l'agence Tamsin et l'EPI. Antoine Oui, Vaccaro, tu es le président de Force for Good et c'est donc toi qui reçois nos invités ici autour de la table virtuelle et ceux qui sont aussi en vidéo chez eux. Euh, et c'est donc à toi que revient l'honneur d'ouvrir cette Good Week. merci Grégoire. Bonjour à toutes et à tous. Merci de participer à cette séance d'ouverture de la Good Week 2024. Comme vous le savez sans doute, pour certains d'entre vous, on organise cette Good Week depuis quelques années. On l'avait présenté à l'automne et on démarre maintenant depuis l'année dernière, plutôt en début d'année. C'est organisé par l'agence Force for Good. Force for Good est une agence conseil en communication et collecte de fonds qui accompagne des fondations, des associations, des institutions privés qui font appel à la générosité du public. Et nous utilisons en fait l'ensemble des techniques à notre disposition pour appréhender cette activité, en tout cas pour mettre en œuvre cette activité, que ce soit des activités de marketing direct, des outils d'événementiel, enfin tout ce que vous tous connaissez en fait en termes de dispositifs pour mobiliser la générosité des donateurs, qu'on essaie de comprendre, d'accompagner et surtout de satisfaire en termes de services et de propositions pour le compte de nos clients. Donc voilà la présentation rapide. Si vous voulez en savoir plus sur Force for Good, je vous conseille d'aller sur notre site internet. Et en tout cas, je déclare donc ouverte la session 2024 de la Good Week. Bienvenue. Merci Antoine, effectivement, bienvenue à toutes et bienvenue à tous. Alors toute cette semaine, nos différents intervenants vont vous proposer des conseils, des astuces, des visions parfois pour mener à bien vos stratégies et vos collectes de fonds. Si vous êtes ici déjà, c'est que vous avez réussi à vous inscrire pour cette plénière d'ouverture. Donc, a priori, vous connaissez la manip. J'espère que vous avez trouvé vous allez vous trouver votre bonheur dans le programme que je vous affiche maintenant. Il y a des choses tous les jours. Rien qu'aujourd'hui, vous allez pouvoir, dès 14 heures, suivre l'atelier, la stratégie, la colonne vertébrale de votre fundraising. Si vous avez besoin de tips, de conseils pour parler aux 30-50 ans, c'est la génération X, l'atelier comment adapter ses messages pour capter et fidéliser la génération X. Ça va vous intéresser à 15h30. Puis à 17h, vous pourrez suivre l'atelier numérique responsable ou l'exemplarité digitale au service de votre association. Ça, c'est juste aujourd'hui. Demain, on aura une journée plutôt libéralité. Jeudi, c'est middle et grand don. Et puis vendredi, c'est du digital. Avec notamment le podcast et puis une plénière de clôture vendredi à 16h. Et ne ratez pas cette plénière de clôture parce que on parlera de l'intelligence artificielle et pour avoir déjà rencontré les intervenants, croyez-moi, ça risque d'être assez passionnant et inattendu. Mais aujourd'hui, si vous êtes là, c'est peut-être que le titre du jour vous a parlé entre despotisme philanthropique et la philanthropie de la fourmilière, quel avenir pour la générosité. En fait, c'est le titre que l'on a souhaité donner à cette table ronde d'ouverture. Et pour introduire cette heure qu'on va passer ensemble, j'aimerais vous parler de culture et de livres. En fait, il y a fort longtemps, pour accéder à la lecture, pour entrer dans une bibliothèque, il fallait payer. Et c'est une situation qui dérangeait assez fortement un homme, un Écossais, qui pensait que tout le monde devait avoir accès à la lecture. Alors il a décidé d'ouvrir d'abord une, puis plusieurs bibliothèques gratuites. Quand je dis plusieurs, en fait, on parle de 2509 bibliothèques à travers le monde. Et cet homme, c'est Andrew Carnegie. En fait, son nom est associé au Carnegie Hall, la mythique salle de concert. C'est l'un des théoriciens de la philanthropie à la fin du 19e siècle. Les bibliothèques, il y en a sur toute la planète, mais il y en a qui ont besoin d'être rafraîchies. C'est celle notamment de la vie de Nkayi au Congo-Brazzaville. Et c'est vrai qu'elle a vécu, cette bibliothèque. Je ne sais pas si elle donne toujours envie d'aller consulter des livres aujourd'hui. Donc il y a une association qui a lancé un projet de collecte pour récupérer 19 000 euros. Les 19 000 euros qui étaient 19 500 euros exactement nécessaires à la réhabilitation, au rachat de livres et puis à la mise en place d'une salle multimédia. Et puis il y a déjà plus de 60 personnes qui ont donné de l'argent, il reste longtemps pour la collecte, et elles ont déjà donné plus de 7 000 euros. Donc d'un côté, on a les grandes fortunes, de l'autre côté, la fourmilière de la foule généreuse, et elles peuvent œuvrer ensemble pour le bien global, et c'est la question dont il va être que nous allons avancer pendant cette heure.
avec nos 3 intervenants. Alors d'abord, on a Thomas Guillochon qui est avec nous, qui est le directeur du développement de Hello Asso. Il connaît très bien l'univers de la collecte de fonds. Son expertise, c'est cette foule généreuse qu'on vient de citer. On a aussi Jonathan Hugues-Dufossé, qui est directeur France, Suisse et Monaco de Epic Foundation, qui est une fondation internationale qui a pour mission de transformer la vie des enfants et des jeunes et de protéger la planète. Et Jonathan est aussi le président actuel de l'AFF. Vous connaissez sans doute l'AFF, c'est l'Association française des fundraisers. Si vous ne la connaissez pas, ça veut dire que vous n'êtes pas encore adhérent et qu'il va falloir venir adhérer à l'AFF. Et puis, last but not least, mais vous l'avez déjà entendu, c'est Antoine Vaccaro qui est président de Force for Good, mais qui a été aussi le premier président de l'AFF. Donc la boucle est bouclée. On a le dernier président en date autour de la table et le tout premier président de l'AFF qui se rencontrent. Antoine, c'est à toi que je vais donner la parole pour commencer ce rendez-vous et placer un petit peu sur la carte les questions et les problématiques. Mais ce qui peut être intéressant, c'est je vais vous lancer un petit sondage pour savoir comment vous abordez le don. Donc, il y a un sondage qui devrait s'afficher si on y arrive. Et si Claire voilà, c'est hop. Est-ce que Claire, tu pourrais envoyer le sondage éventuellement? Super. Est-ce que quand vous donnez personnellement, c'est pour participer, pour faire avancer l'humanité, pour sauver la planète, pour agir concrètement sur une cause ou un territoire, ou parce que vous connaissez personnellement le destinataire? Ça nous donnera un petit peu une idée de la raison de votre motivation. De votre motivation. Antoine, je te laisse la parole. Merci beaucoup, Grégoire. Alors, je vais essayer de faire une introduction assez brève pour laisser la parole à nos 2 invités. Alors, cette table ronde s'intitule Entre despotisme philanthropique éclairé et philanthropie de la fourmilière. On voit bien l'image que ça renvoie, mais simplement vous donner quelques éléments de contexte sur cette évolution de la générosité des Français et à l'international pour comprendre pourquoi nous avons voulu créer faire cette ouverture de semaine de la Good Week sur cette thématique-là. Si on regarde en France, le système de collecte de fonds repose toujours pour la majorité des ressources en tout cas pour les dons manuels, sur les techniques relativement traditionnelles de collecte de fonds destinées à une population de matures, les gens de plus de 80 ans, de boomers, de génération X, un peu Y et Z. On va dire que 75% de cette collecte de fonds se fait par ces approches sur ce public de donateurs qu'on peut dire assez classique ou traditionnel. Ce qui nous intéressait en fait ce matin, c'est d'essayer de repérer quels étaient les éléments de tendance assez lourdes qui commencent à se dessiner, qui allaient bousculer en fait ce schéma traditionnel de financement de la générosité des Français. Et en fait, les 2 phénomènes que l'on voit pointer depuis maintenant une bonne dizaine d'années, c'est effectivement cette espèce de dialectique entre la montée en puissance de la très grande philanthropie en France, et on va le voir aussi à l'international, avec des masses financières qui deviennent assez considérables, et de l'autre, effectivement, une multitude de donateurs qui vont donner de petits dons pour contribuer à des causes qui les intéressent. Alors, la grande philanthropie, ça se traduit aujourd'hui par des chiffres qui sont juste hallucinants. Je vais commencer par les États-Unis, parce que c'est quand même, en quelque sorte, pour nous, un des avant-postes du développement de la philanthropie depuis plus de 50 ans. Quand on regarde les Américains, on voit ensuite, avec quelques années, ce qui va se produire sur le continent, en Europe et sur le continent européen notamment. Et on fait un constat, c'est que sur l'année 2022, on nous annonce que 10% des donateurs américains représentent 75% de la générosité américaine. Et là, le chiffre est juste abyssal, puisque aux États-Unis, la générosité des Américains pèse 484 milliards de dollars contre les 8,5 milliards d'euros en France. Donc on voit qu'on est dans un autre monde, mais avec des chiffres qui sont hallucinants. Et pour aller un tout petit peu plus loin dans la granularité, 1% de ces donateurs représentent aujourd'hui 50% de la générosité américaine. Donc ça veut dire qu'il y a un bond qui est juste phénoménal. Vous connaissez Scott McKinsey. Alors quand on la présente, c'est toujours un peu insupportable de dire c'est l'ex-femme de Jeff Bezos, comme si on ne pouvait pas la qualifier en tant que telle. Elle a donné 14 milliards depuis son divorce. C'est-à-dire qu'elle a touché une bonne partie du pactole d'Amazon.
Elle a versé 14 milliards avec une approche qui est assez, comment dire, déterminée. Elle fait pas des appels à projets. Elle identifie avec ses équipes des structures qui méritent d'être aidées parce qu'elles apportent et soutiennent les causes d'intérêt général, et elle va les financer sans trop demander d'ailleurs comment dire, de garantie de résultats ou de la mise en œuvre de moyens lui suffit. En tout cas, elle a une forme d'impact tout à fait considérable. Alors, la caractéristique des Américains et des Anglais aussi, des Britanniques, c'est qu'on peut déshériter ses héritiers, et donc les sommes en jeu sont tout à fait d'une autre nature. Alors ça, c'est pour les Américains. Alors la France, qu'est-ce qu'on constate en France? Ce phénomène est beaucoup moins, comment dire, beaucoup moins clivant ou beaucoup moins caractéristique peut-être que ce que je viens de décrire pour les États-Unis. Néanmoins, quand on regarde les chiffres des déclarations de revenus, 16% des foyers français représentent près de 40% des générosités du don manuel. Donc on a déjà un premier niveau de concentration qui est intéressant. Mais ça peut cacher quelque chose encore un peu plus précis. Quand on a observé le don ISF, donc des grands donateurs, on peut dire des donateurs à certains patrimoines et revenus, la dernière année, en fait, le chiffre, j'arrive même pas à le prononcer, 0,004% des foyers français ont représenté 8% la générosité par don manuel. Vous voyez ce poids d'une toute petite frange de grands donateurs représentait quand même un chiffre qui n'était pas anodin, parce que c'était près de 250 millions d'euros de versés. Donc on a quand même ce phénomène qui commence à monter et à pointer. On le constate dans les chiffres que je vous donne ici. On voit la même chose en Grande-Bretagne et dans tous les pays, on va dire à forte activité philanthropique, on va dire occidentaux pour faire simple. Donc ça, c'est un premier fait qui risque encore de s'aggraver ou de s'accentuer, tout simplement du fait de la création de richesses ou peut-être des inégalités qui se créent, avec des fortunes qui se constituent par centaines de millions, voire de milliards. Je ne sais plus combien de milliardaires supplémentaires on a aujourd'hui autour de la table des milliardaires après le Covid. Et on voit en fait que ces philanthropes veulent, à un moment donné, après avoir acheté leur énième maison, leur Xème Ferrari ou Rolls-Royce, ils ont envie de faire quelque chose de leur patrimoine en rendant au collectif ce qu'ils ont reçu à titre individuel. Alors ça, c'est très, très, très anglo-saxon, je dirais même c'est assez protestant en termes d'éthique religieuse. Et là, l'idée de renvoyer au collectif ce qu'on a reçu à titre individuel devient, on va dire, un certain style d'intervention des milliardaires qui a d'ailleurs été... tu as cité tout à l'heure Carnegie, Grégoire, mais l'époque de la révolution industrielle, du transport, du pétrole, des énergies, etc., c'était Carnegie, Rockefeller, Vanderbilt, toutes ces grandes fortunes, après avoir fait ces fortunes colossales, ont laissé une trace, on va dire, pour la postérité, en créant des fondations qui aujourd'hui exercent leur activité encore de façon massive sur l'activité d'intérêt général. Donc ça, c'est le constat, cette montée en puissance. On pense que ça va encore se renforcer jusqu'à ce que ça puisse être à nouveau rompu par des taxations, par une fiscalité à la Roosevelt, puisque lors du New Deal aux États-Unis, on imposait quasiment 90% du revenu des plus fortunés qui gagnaient plus de 10 millions de dollars par an. Donc, vous voyez, et ça littéralement, disons, pas cassé, mais en tout cas ralenti la philanthropie à la grand-papa, comme je viens de le citer. Elle va redémarrer dans les années 2000 avec Bill Gates et Warren Buffett qui vont réouvrir à nouveau ce champ de la très très grande philanthropie américaine. Et donc je pense qu'on est embarqué dans ce mouvement et ce mouvement va se poursuivre. À l'autre bord, donc il y a cette grande philanthropie, les dons des donateurs traditionnels qui sont encore majoritaires, mais émergent du fait notamment disons de l'explosion, de l'émergence des nouvelles technologies, des outils proposés en fait aux donateurs de pouvoir faire des dons presque à tout instant de la vie, en achetant, en voyageant, en épargnant, par des systèmes de petits dons, micro-dons arrondis de toutes sortes. Et là, on voit ce que nous appelons en fait la montée en puissance de cette multitude qui, autour d'une cause, autour d'un combat, autour d'un mouvement d'euphorie pour soutenir une cause ou un combat,
vont se mobiliser en masse pour donner quelques centimes, quelques euros, quelques dollars à des causes. Et là, on va monter en puissance. Et l'exemple de Giving Tuesday est intéressant. Bon, le dernier chiffre que j'ai, mais il devrait être remis. Alors, enfin, devrait être remis, actualisé. En fait, en 2021, 35 millions de personnes ont versé 3,5 milliards d'euros, de dollars, pardon, à des causes de toutes sortes. Alors, la dispersion, elle était autant dans les donateurs que les causes soutenues. Donc là, on a une espèce de mouvement de foule. Et on le voit à des moments particuliers, une crise humanitaire, une indignation, une émotion déclenche effectivement des agrégations de millions de personnes qui vont donner quelques euros. Et là aussi, on voit que c'est un mouvement qui va monter en puissance parce que les réseaux sociaux, les nouvelles technologies, tout le monde devient collecteur et donateur. Je cours, je demande à sponsoriser ma course et je contribue à une cause d'intérêt général. Et ce mouvement-là va sans doute aussi être le balancier d'une philanthropie peut-être un peu, entre guillemets, dictatorial avec des gros guillemets parce que le despote éclairé, je préfère le despote éclairé que le tyran abruti. Et de l'autre côté, une foule qui démocratise en fait les choix en disant, mais attends, vous êtes les grands philanthropes qui donnez à ce qui vous intéresse en priorité, mais nous, collectivement, c'est cette cause qui attire notre attention, et c'est vers cette cause que nous voulons nous porter. Et c'est une manière de, je dirais quelque part, d'avoir un dialogue entre cette très très petite minorité de très grands noms et cette foule qui démocratise en fait le don et qui vote par son don pour des causes qui l'importent. Donc voilà un peu le paysage qui se dessine peu à peu, et c'est autour de ce sujet, je pense que le débat va être intéressant entre un homme qui est plutôt travaille avec un grand philanthrope et puis un autre qui travaille, qui est au chevet des foules généreuses. Merci Antoine. Alors justement, effectivement, le dialogue, il peut être intéressant. On va commencer par toi, Thomas Gueuchon. Tu es le directeur du développement de Hello Asso et tu as cette expertise de la foule généreuse. Qu'est-ce que tu peux nous dire déjà d'Hello Asso et du fonctionnement de cette structure? Déjà, bonjour à toutes et tous. Alors Antoine, tu as dit tellement de choses que d'un coup, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais pouvoir raconter de plus en fait aujourd'hui parce qu'il a pris tout ce que je voulais dire. Donc il va falloir d'autres chiffres. Tu vas le dire beaucoup plus posément et mieux que moi. Donc, parce que comme j'ai un débit qui est très rapide, du coup, ça va permettre de reformuler ce que j'ai dit peut-être de manière un peu brouillonne. N'hésite pas. Non, du tout. Alors effectivement, peut-être avant de parler de la foule généreuse, je vais recontextualiser, et ce que je vais vous proposer pendant quelques secondes, c'est de revenir en arrière. Revenir en arrière, c'est de revenir en 2009. Donc là, vous oubliez tout, on n'est pas sur Livestorm parce que ça n'existe pas. Globalement, on n'a pas un débit suffisant pour pouvoir se parler en ligne. Ça fait à peine 5 ans que Facebook a été créé. On commence à parler de concept de Web 2.0. Ça se démocratise de plus en plus. Et surtout, moi, ça fait quelques mois que j'ai rejoint le secteur associatif, plutôt autour des très grandes ONG françaises. Et j'observe personnellement et collectivement, on est tous en train d'observer, en fait, finalement, le développement de la collecte de dons en ligne. Mais à ce moment précis, la collecte de dons est réservée encore uniquement aux grandes ONG. Et toutes les structures associatives ne peuvent pas y accéder. Pour autant, quand on est à cette période-là, la plupart d'entre nous est en train de se rendre compte qu'en fait, le web devient un synonyme de liberté, de rupture et d'opportunité. Ce qui était réservé au secteur marchand, aux très grandes structures associatives, finalement, aujourd'hui, une petite structure, un petit porteur de projet pouvait commencer à exister, à prendre la parole et finalement à créer et à partager sans avoir les contraintes financières et surtout sans avoir une notion d'expertise numérique. C'est cette même année qu'on a été créé. C'est Hello Asso s'est créé en 2009 avec une mission simple, celle d'accompagner la transition numérique du secteur associatif. Quand on dit ça, derrière transition numérique, on aurait pu mettre plein de choses. Nous, on a décidé de s'angler sur un sujet et de concentrer tous nos efforts sur la mise à disposition d'outils de collecte de fonds qui avaient pour vocation de permettre à toutes les associations, quelle que soit leur taille, quels que soient leurs moyens humains ou financiers, et aussi leur connaissance, de pouvoir en fait s'emparer du web pour se développer. Et en plus de ça, de cette mission, on a construit l'expérience Hello Asso autour de 4 piliers principaux en tout cas. Une technologie qui devait être simple, accessible, innovante, une équipe engagée, passionnée, un accompagnement personnalisé et humain,
de chaque association et de chaque porteur de projet, et aussi un modèle alternatif qui nous permettait en fait d'offrir intégralement tout ce qui était services, outils à nos associations partenaires, avec finalement un modèle qui était basé sur la générosité du public, donc clairement associatif, où le grand public a la possibilité de soutenir directement Hello Asso. Ça, c'est le postulat. On a passé 2008, on est en 2024. Donc on vient de reprendre, on revient, maintenant on est sur Livestorm, tout se passe bien. Aujourd'hui, Hello Asso, c'est une équipe de 180 salariés qui vont être aux côtés de plus de 300 000 associations qui utilisent au quotidien nos outils pour pouvoir développer et collecter des fonds. Elles ont collecté depuis notre création un peu plus de 1,4 milliard. Elles ont mobilisé à leur côté un peu plus de 10 millions d'individus. Et aujourd'hui, on travaille avec ce secteur qui va être de la solidarité, mais qui peut être aussi culturel, qui peut être sportif, qui peut être environnemental, qui peut être de tout type. Et effectivement, j'ai eu la chance d'avoir des pieds des deux côtés. C'est-à-dire que j'ai eu la chance de découvrir le secteur associatif à travers finalement tous les projets de très grandes structures. Et aujourd'hui, j'ai la chance, depuis maintenant 10 ans, de pouvoir être de l'autre côté de cette philanthropie qui est beaucoup plus massive, beaucoup plus iconoclaste et individuelle, mais qui forme un grand tout. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on regarde cette évolution de la philanthropie, cette démocratisation de la collecte de fonds, on va observer chez Hello Asso, et pas que chez Hello Asso, un grand changement de paradigme où, comme le disait très bien Antoine, la collecte de fonds s'est diversifiée, s'est intensifiée, et finalement, la générosité n'a plus exactement la même tête. Parce que si on revient aussi en 2008, il n'y avait que les grandes ou les associations qui pouvaient collecter des dons. Et l'un des postulats aujourd'hui, et on y reviendra un peu plus tard, c'est effectivement de dire qu'aujourd'hui, on est tous collecteurs. Les associations sont toutes collectrices, quelle que soit leur taille. Les collectivités peuvent collecter des fonds. Les entreprises peuvent collecter des fonds. Et les individus peuvent collecter des fonds. On peut voir ça comme un secteur qui donc se concurrence très fortement. Personnellement, et vous le verrez tout au long de mon discours et de mes prises de parole, moi je le vois plutôt comme une belle opportunité, surtout un beau message d'une société qui a décidé de faire de la générosité et de la mobilisation citoyenne quelque chose qui est ancré dans son quotidien. Merci. Jonathan, c'est Jonathan Hude Dufossé. Tu as la direction de Epic Foundation sur le territoire français, sur le territoire suisse et sur le territoire monégasque, si je ne me trompe pas. Est-ce que tu peux, de la même manière, nous présenter un petit peu cette fondation, ses outils et ses moyens d'action? Oui, bien sûr. Donc effectivement, nous, chez Epic, on est une fondation internationale. Antoine le disait en introduction, on a pour mission de transformer la vie des jeunes et des enfants et de protéger la planète sur laquelle ils vivent. Et on a comme méthode d'action, finalement, des méthodes qui sont inspirées à la fois de ce qu'on appelle la venture philanthropie et la trust-based philanthropy. C'est-à-dire que... Tu peux nous expliquer ces deux termes? Complètement. S'agissant de la venture philanthropie, c'est-à-dire qu'on va adapter les méthodes du private equity ou du venture capital, c'est-à-dire qu'on va identifier proactivement des associations qui vont avoir un impact du coup sur l'enfance et la jeunesse en l'occurrence, mais c'est une sélection proactive de notre part. On va s'intéresser à des associations qui proposent des soins, des services directs aux enfants ou à la planète, mais qui vont aussi avoir une réflexion sur les enjeux systémiques et une action d'ailleurs sur le changement systémique. Donc c'est une sélection proactive qui est assez robuste. Ensuite, c'est un suivi dans la durée. Donc on s'engage nous sur des périodes de 3 ans, renouvelable par période ensuite de 2 ans. Et on a un principe de financement qui est à la fois pluriannuel, comme je viens de le dire, mais aussi substantiel, puisqu'on s'engage sur un minimum de $100 000 par an pendant ces 3 ans et un maximum de 20% du budget annuel de l'association pendant toute la période, avec en plus un financement qui est non affecté, c'est-à-dire qu'on ne dirige pas les fonds, on ne choisit pas à quoi ils servent, c'est l'association qui est experte de sa mission sociale, qui est sur le terrain, et donc elle, mieux que nous, c'est là où l'argent va être catalytique. Donc ça, c'est plutôt, on va dire, les grandes lignes de la venture philanthropie. On n'y correspond pas complètement parce qu'on n'est pas interventionniste justement auprès de la stratégie des associations. Et donc, c'est ce qui nous rapproche aussi de la trust-based philanthropy, qui fait que nos équipes programmes sont, elles, hyper éclairées, hyper en pointe sur les enjeux et les contextes sur lesquels on intervient, donc qui évite à l'association de perdre trop de temps sur l'explication de son modèle. Et comme je dis, on n'est pas interventionniste dans les stratégies, dans les boards des associations, et donc on laisse
à l'association, non seulement le soin de diriger les fonds, mais aussi sa stratégie. Donc, ça veut dire que vous faites l'interface entre le grand philanthrope qui veut donner et l'association qui a besoin de dons, en disant au philanthrope, on va donner à l'association, mais elle en fera ce qu'elle veut, et en disant à l'association, on va vous collecter des fonds, quoi. C'est ça. En fait, nous, on est vraiment un pont entre, d'un côté, des associations qui sont vraiment pionnières du changement, qui sont des espèces de… alors, le mot ne plaît pas toujours, mais qui sont des espèces de licornes associatives, c'est-à-dire qu'elles sont à un moment de leur croissance qui fait qu'elles ont déjà fait la preuve de leur concept et de leur impact et qui nécessitent ensuite des fonds de manière plus structurelle pour pouvoir se développer, grossir, renforcer les programmes, avoir davantage de personnes et donc investir dans les RH, investir dans des outils digitaux, dans des CRM, etc., au service de l'impact. Et donc ça, c'est vraiment la première partie. Et de l'autre, on accompagne des donateurs, et moi en particulier, je travaille beaucoup avec les grands donateurs sur des grands comptes de personnes morales ou physiques, qui vont être accompagnés par nos équipes dans leur stratégie de générosité, que ce soit du mécénat d'entreprise, de la philanthropie individuelle ou familiale, et avec la particularité que l'intégralité de l'argent qu'on lève auprès de nos donateurs est reversé sur le terrain, on ne prélève aucune commission, aucun frais de gestion. Tous les frais de fonctionnement qui sont nécessaires, qui sont utiles tant dans les fondations que dans les associations pour EPIC sont pris en charge par son board, et ça permet du coup à son fondateur et désormais à un board de multiplier, on va dire, entre 5 et 6 l'argent qui est mis dans les frais de fonctionnement de la fondation, et l'argent qui est reversé sur le terrain aux 22 associations qu'on accompagne aujourd'hui. Si on parle du rôle sociétal, alors on va rester ensemble, Jonathan, mais si on parle du rôle sociétal de ces différentes catégories de donateurs, que ce soit ce que Antoine appelle les despotes éclairés ou la foule généreuse, quel rôle ont les grands philanthropes sur la société, sur l'avancée sociétale en France ou à l'international, puisqu'en règle générale, c'est quand même tourné de manière mondiale? Alors, c'est intéressant parce que quand on préparait cette table ronde, moi je disais que je voyais pas nécessairement les choses en opposition. C'est-à-dire que pour moi, le rôle du grand philanthrope, il n'est pas très différent du rôle du petit philanthrope ou du petit donateur. Je pense pas que ce soit nécessairement une différence de nature finalement d'enjeu que de degré. Alors c'est sûr, ce qui est sûr, c'est que quand on est une échelle de dons qui est celle des grands donateurs ou de la super philanthropie même, on a nécessairement, je dirais, des responsabilités qui sont différentes. Mais je pense que profondément, les dynamiques qui sous-tendent finalement le fait de donner sont les mêmes qu'on soit un petit donateur ou un grand donateur. C'est-à-dire qu'on a la chance à travers le don et à travers le don financier de donner des moyens financiers, du coup, des moyens économiques à un projet auquel on croit, que ce soit un projet de société ou un projet local, de territoire, etc., d'advenir. Et donc, on va mettre au service de ce projet d'intérêt général les moyens qu'on a à mesure qu'on les a. Et donc, pour moi, il y a aussi, Antoine le disait très bien, finalement, les grands donateurs, les super philanthropes, la haute philanthropie, appelez ça comme vous voulez, ils sont marginaux par le nombre, mais ils sont colossaux par le volume. Donc, c'est sûr que ça appelle un certain nombre à la fois de responsabilités, peut-être parfois de craintes, mais en tout cas, pour moi, le rôle des philanthropes, quel qu'il soit, il est le même, c'est-à-dire permettre à une société plus juste, plus durable, plus vivable d'advenir et de permettre à des projets associatifs, à des porteurs de projets, de donner vie à ce qui est à la base une utopie, qui est à la base d'un projet, mais qui devient du concret, qui devient de la réalité. Et ces utopies, du coup, cet argent plutôt mis au service de ces utopies permet, je pense, d'avoir une société qui est plus enviable. Il y a quand même une différence notable entre les petits philanthropes et les grands philanthropes, c'est qu'en général, tout le monde a un avis sur ce que doit faire un grand philanthrope de son argent, ce qui est moins le cas quand on est d'une petite taille. Oui, c'est vrai. Alors, il y a plusieurs choses dans ce que tu dis, hein. Je pense qu'on peut voir les choses de plein de manières différentes. D'abord, on est aujourd'hui dans une société qui de plus en plus, tant sur la façon dont on va lever les fonds, comme l'expliquait tout à l'heure Thomas, que dans la manière de les utiliser, est extrêmement morcellisée. C'est-à-dire qu'on est vraiment sur désormais 2 morceaux du spectre qui sont en train de se renforcer, mais aussi à mesure finalement que les inégalités de richesse dans la société se renforcent. Donc, on va regarder avec d'autant plus d'attention, non seulement qui donne, mais aussi comment il donne. Et donc, nous, on pense, en tout cas à titre personnel en tant que président de l'AFF, mais aussi chez EPIC, on pense que quand on a la chance de réussir,
quand on a la chance de faire fortune, vient avec finalement cette chance et ce succès, la responsabilité d'en redistribuer une partie avec celles et ceux qui en ont le plus besoin. Et donc, pour nous, c'est important que ces dynamiques finalement de générosité puissent être interrogées, parce qu'on pourra voir après comment dire, les écueils dans lesquels ça peut nous amener, ou en tout cas les réflexions que ça peut porter. Mais en tout cas, je pense que pourquoi est-ce que tout le monde a un avis sur comment est-ce que finalement les riches doivent utiliser leur argent, c'est parce que aussi profondément on considère que que ce succès soit justifié ou injustifié, en tout cas ces inégalités de répartition de richesse sont aujourd'hui pas justes, elles sont en tout cas trop difficiles pour la société, et donc il faut faire en sorte qu'elles soient redistribuées le plus équitablement. La philanthropie fait partie des moyens de redistribution. Ça n'est pas le seul, il y en a d'autres. Évidemment, quand on crée de la richesse, on a d'autres moyens de la redistribuer, que ce soit une richesse, on va dire, professionnelle ou une richesse individuelle. Mais en tout cas, je pense surtout que la grande philanthropie interroge à mesure qu'elle repose finalement la question du pouvoir de l'argent. Merci. Thomas, est-ce que tu es d'accord avec ce genre de choses sur la food généreuse? En fait, c'est faire avancer la planète, chacun à son moyen. Est-ce que finalement le rôle sociétal que je vais avoir en donnant 5 € pour une association est le même que celui qu'un grand philanthrope? C'est une question, si on compare 8 milliards à 5 €, effectivement, on peut s'interroger en termes de volume. Par contre, je pense que Jonathan l'a très bien dit, et je partage pleinement cette vision, c'est-à-dire que déjà, c'est pas deux philanthropies qui s'opposent, c'est deux philanthropies qui s'additionnent d'une certaine façon. Avant peut-être de répondre pleinement à cette question, je vais plutôt revenir en arrière encore une fois, et pas parler de la fourmilière ou de la foule généreuse. Je vais parler du secteur associatif. Parce que j'ai regardé qui était dans le chat, je connais certains d'entre vous, je connais certaines structures qui sont présentes, et pour autant, aujourd'hui, les personnes qui se sont inscrites à cette plénière, et plus globalement, les structures qui sont intéressées aussi, les premières structures qui vont découvrir la Good Week, ne sont pas obligatoirement représentatives du secteur associatif français. Aujourd'hui, alors si vous n'avez pas peur des chiffres, préparez-vous, j'en donne. J'ai vu tout à l'heure qu'il y avait une demande de source, je pourrais sourcer mes chiffres. Globalement, déjà, de quoi on parle en nombre d'associations? Parce qu'en fait, on pourrait dire la même chose. Il y a d'une certaine façon un certain petit nombre d'associations qui trustent beaucoup de collecte de fonds, puisqu'en réalité, le secteur associatif, il est immense. Aujourd'hui, c'est 1,4 million d'associations en France, qui représentent au global, en budget cumulé, plus de 113 milliards d'euros. Un point important, c'est 90% des associations, donc c'est un peu plus de 1,2 million, sont composées uniquement de bénévoles. 78%, merci Antoine, 78% des associations ont un budget annuel inférieur à 10 000 € par an, et seulement 6% des associations portent un projet ayant un rayonnement national ou international. Ça veut dire que ces chiffres, ils nous permettent de se rendre aussi compte que finalement, la philanthropie, elle n'est pas exactement la même lorsqu'on est une structure locale et lorsqu'on est une structure internationale. Et les moyens, les besoins ne vont pas être les mêmes. Et surtout, en fait, ces chiffres, ils nous permettent de nous rendre compte à quel point le secteur associatif est dense, diversifié et local. Alors, c'est sûr que quand on parle de générosité, moi je l'ai déjà fait avec mon frère qui est un peu éloigné du secteur associatif. Je lui ai posé une fois la question, cite-moi 3 associations. De façon très éclairée, les 3 associations, je vous les cite: Téléthon, Resto du Cœur, Médecins du Monde. Voilà le secteur associatif. Et pour autant, je lui ai dit, est-ce que tu donnes à ces acteurs? Non. Est-ce que tu donnes à des assos? Oui. Et donc, ça pose la question de la générosité. Mon frère a 12 ans d'écart avec moi, donc il a 27 ans. Donc, on est dans une génération autre en termes de vision. Et donc, en fait, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que globalement, la fourmilière, c'est aussi une représentation du secteur associatif. La réalité, c'est que le donateur d'aujourd'hui, il va au-delà de la marque associative ou de la visibilité d'un porteur de projet. Et le petit sondage qu'on a fait aujourd'hui, il va exactement dans ce sens-là. Pourquoi on va vous donner le résultat quand même du petit sondage. En fait, exactement. C'est que en règle générale, quand vous donnez personnellement, c'est pour agir concrètement sur une cause ou sur un territoire à 63%, pardon. Exactement. 63%, 18% pour participer à faire avancer l'humanité. Parce que vous connaissez personnellement le destinataire, c'est que 10%, et pour sauver la planète, c'est 8%.
Et donc, en fait, je trouve que c'est... déjà, moi, je suis très content de voir ce sondage parce qu'on aurait pu se dire, peut-être ça va être autre chose. Non, en fait, on voit que la cause et la proximité avec le territoire d'action, etc., sont au cœur, en fait, de la donation d'aujourd'hui. Et en fait, c'est un peu ça la particularité de la fourmilière et du donateur d'aujourd'hui, c'est que comme il va au-delà de la marque associative, il va chercher d'autres choses. Il va rechercher des projets qui résonnent dans son intime. Il va souhaiter soutenir des associations qui vont maximiser l'impact et le sens de son don. Et je parle bien du sens de son don. Encore plus que de l'impact financier directement, c'est de se dire, OK, mais si je donne 50 euros, si je donne 30 euros, si je donne 5 euros, est-ce que j'ai le ressenti que mon don a plus de valeur en soutenant un projet de proximité ou est-ce qu'il a plus de valeur en soutenant une grande cause internationale? Et surtout, il va chercher à transformer le monde, mais en commençant par agir directement sur son propre environnement et son territoire. Et surtout, c'est peut-être aussi là la différence fondamentale entre le grand philanthrope, et je ne me permettrai pas de dire despote, mais le grand philanthrope et la fourmilière, c'est qu'en fait, le donateur, il sait que son super pouvoir, c'est pas directement sa capacité de donner. Et tu vois, sur la question que tu m'as posée, 5 euros versus des millions ou des centaines de milliers d'euros, sur le principe, intellectuellement, on ne peut pas se dire non, l'impact, il n'est pas le même. Mais en fait, il y a par contre un super pouvoir qui va au-delà. Celui du nouveau donateur, cette foule généreuse, c'est de faire du bruit. C'est de directement aller au-delà du don et aller chercher à communiquer et à faire du lien autour d'un objectif commun, à communiquer et à faire du lien autour du projet qui va soutenir. Et c'est pour ça qu'en fait, l'une des particularités de la foule généreuse, c'est surtout qu'en fait, elle n'est plus directement uniquement un donateur. C'est que ça devient aussi un ambassadeur qui a une vocation, c'est de faire connaître le projet en devenant ambassadeur et surtout en partageant son engagement auprès de sa communauté et de son réseau. Ça aussi, c'est un point particulier, puisque si je reviens encore une fois en 2008, ce n'était pas l'usage. On faisait un don assez discret, dans son intime, chez soi. On faisait un chèque. Je me souviens d'une personne qui présentait ça à l'AFF en disant le donateur d'aujourd'hui, et il ne va pas changer. Il prend son don, il prend son chèque, il écrit son petit texte et il envoie ça par la poste et ça ne changera pas. Bon, cette personne s'est un peu trompée. Aujourd'hui, on fait un don et on le déclare directement, en tout cas pour une partie des donateurs, voilà, j'ai soutenu tel projet. Et c'est sur ce point que le numérique, en plus, a joué un rôle fondamental pour moi dans cette nouvelle générosité. Puisqu'en fait, à la différence de lorsque j'envoyais mon chèque aujourd'hui, effectivement, je suis un paiement en ligne et je peux partager directement et surtout, il a démultiplié, il y a un écho, donc je m'excuse par avance, il a démultiplié en fait la capacité des associations à rendre visible leurs projets, à toucher des publics qui vont au-delà de leur premier cercle de soutien et à construire de véritables communautés de donateurs et d'ambassadeurs. Puisqu'on est là-dedans, il y a forcément un peu des écueils, il y a forcément un peu des lumières rouges, des lignes à pas franchir. C'est quoi le point de vigilance sur cette nouvelle générosité? Alors, les points de vigilance, on en a. C'est amusant parce qu'on en a beaucoup parlé quand on a préparé cette table ronde. Et en fait, en tout cas chez Hello Asso, la vision, on s'appelle Hello Asso. Donc, en fait, on a fondamentalement l'association qui nous tient à cœur. Les points de vigilance, ils vont jouer autour du porteur de projet. Effectivement, pour nous, on a la chance en France d'avoir créé le modèle associatif. C'est une création française, c'est nous qui avons imaginé ce dispositif. Et on a autour du modèle associatif tout un ensemble de contrôles qui sont réalisés. Ces contrôles, ils ne concernent pas directement les plateformes en font. Et je pourrais faire une table ronde sur la connaissance et le contrôle des flux financiers, mais ce n'est pas l'objectif du jour. Le premier contrôle, en fait, c'est qu'on se déclare association, on monte un projet à plusieurs, on va aller en préfecture et on va se faire reconnaître, alors d'intérêt général dans certains cas, d'utilité publique, ou sinon tout simplement on va être une association loi 1901. C'est peut-être ça aussi où c'est important, c'est qui est le porteur de projet. Et personnellement, en tout cas chez Hello Asso, notre conviction, c'est que le secteur associatif joue un rôle fondamental dans la collecte de fonds, sous toutes ses formes, que ça soit de la collecte de dons, de la gestion de cotisations, de la billetterie en ligne, de la vente en ligne, que sais-je. Dès lors qu'on va parler de projets à impact, le modèle associatif ou le modèle de l'économie sociale et solidaire devient un point central dans comment soutenir ces acteurs-là. C'est pour ça,
effectivement que chez Helloasso, on travaille et pour les associations, avec les associations, mais qu'on s'est concentré sur ce type de porteurs de projet. Parce que aujourd'hui, la vie sociale, la citoyenneté, eh bien, elle passe aussi par le secteur associatif, et ça nous permet aussi de garantir à cette foule généreuse, lorsqu'elle vient sur Helloasso pour trouver un projet, pour découvrir en fait des thématiques ou s'intéresser à une cause, elle sait que les porteurs de projet sont des acteurs officiels, et c'est peut-être l'un des points aussi central aujourd'hui sur les plateformes de mobilisation telles que Helloasso, c'est de pouvoir aussi garantir qui sont les porteurs de projets. Et c'est pour ça, je ne vais pas aller En dessus. résumé, en résumé, ce que tu dis, c'est que le point critique, c'est que le projet, puisque tout le monde peut collecter, une association, un individu, etc., c'est qu'on a eu des polémiques les derniers mois sur des collectes de fonds que certains trouvaient plus ou moins pertinentes pour des causes plus ou moins pertinentes. C'est ça la limite des choses, c'est que tout le monde peut collecter pour n'importe quel sujet, même si ce sujet est pas bien, quoi. C'est toute la complexité, on va dire, en fait, c'est même sans parler de collecte de fonds, c'est qu'effectivement, et c'est amusant, c'est que pour moi, le point, je reviens sur le numérique, c'est autant le numérique joue un rôle fondamental dans cette nouvelle générosité, mais c'est pas une réponse à tout. C'est un super facilitateur, c'est un accélérateur d'engagement, c'est un élément clé pour communiquer, pour mobiliser autour de soi, aussi bien sur de la collecte de fonds, mais même tout simplement sur des prises de parole. Et pour autant, eh bien, en fait, le numérique, les ingénieurs disent souvent, la technologie n'a pas de morale, entre guillemets, elle est ni bien ni mal. Et en fait, c'est ce qu'on en fait en tant qu'individu, en tant qu'être humain, qui va avoir que la technologie va aller dans un sens ou dans l'autre. Et donc effectivement, et là c'est le point central des plateformes comme Helloasso, c'est effectivement être en capacité de garantir aussi la qualité du projet. Quand je parle de qualité, c'est la qualité du porteur de projet, le fait que ça soit une association qui est déclarée, reconnue, qui a les documents qui nous permettent de valider ce point-là, mais aussi, et ça me permet peut-être de parler encore une fois de cette foule. Chez Helloasso, en 15 ans, on a appris, on a construit, et on a aussi permis en fait au grand public de pouvoir, outre tout ce qu'on met en place de notre côté, aussi être en capacité d'alerter, de nous partager des informations et de nous dire, cette association, de nous partager des contenus qui pourraient nous permettre de dire on va aller investiguer sur cette association ou sur ce porteur de projet spécifiquement. Et là, c'est en plus de tout ce qu'on met de notre côté, mais effectivement, le point central, c'est de se dire quelle est la qualité du porteur de projet. Et notre conviction chez Helloasso, c'est que dès lors qu'on parle de solidarité et d'engagement, on conseillera à chacun de pouvoir plutôt directement s'adresser à une association. Jonathan, les points de vigilance, je suppose qu'ils sont un peu différents, hein. C'est-à-dire que le porteur de projet, en règle générale, il est ultra officiel. La question, elle est peut-être plutôt de la concentration un peu des pouvoirs, non, c'est ça? En fait, alors du coup, il y a deux choses, et je finirai par rebondir un petit peu sur ce que dit Thomas, ou ce que tu disais tout à l'heure, Grégoire, sur les questions de finalement philanthropie de la fourmilière et vertu. Sur la grande philanthropie, en réalité, comme on peut la pratiquer chez EPIC, ou comme je peux voir à la FF sur un certain nombre d'études qu'on fait, évidemment, les garde-fous, les lumières rouges, comme tu disais, sont différentes. D'abord, nous, on dit tout le temps que le financeur doit être à sa juste place, c'est-à-dire qu'il faut ne pas abuser des demandes de contrepartie, et il faut réussir à avoir une approche éthique et responsable finalement du grant making. Et donc nous, on essaie le moins possible de demander des choses aux associations. Leur job, c'est d'être sur le terrain et de faire leur mission sociale. C'est pour ça qu'on va les chercher. C'est pas pour tous les 3 jours ou toutes les 3 semaines remplir des reportings et nous leur demander 15 visites de terrain par semaine et aller sur le terrain, parce que leur objet, ça n'est ni de faire du team building, ni de faire des visites de leurs organisations, mais c'est vraiment de faire ce pourquoi elles existent. Donc ça, c'est, je dirais, peut-être la posture qu'il faut avoir en tant que donateur, mais peu importe quel type de donateur on est, c'est-à-dire de trouver sa juste place par rapport à l'association, la considérer comme un égal, c'est-à-dire horizontaliser la relation, et même s'il y a tout le temps de toute façon un biais de verticalité parce qu'on est financeur, parce que l'argent qu'on va donner va représenter une certaine somme, on essaie, nous, à chaque fois, de vraiment horizontaliser et de voir les associations comme étant de vrais partenaires de la Fondation et non pas comme étant
ni comment dire, des prestataires de services ou quoi que ce soit d'autre. Nous, on est là juste pour leur donner l'argent qui va leur permettre de mettre en place la mission sociale pour laquelle on les a sélectionnés. Ensuite, si on s'intéresse si on sort d'EPIC évidemment et qu'on s'intéresse à la haute philanthropie, à la grande philanthropie, évidemment que ça pose des questions. On peut poser des questions en termes de dialogue démocratique, on peut poser des questions sur est-ce que ça vient ou pas privatiser finalement l'intérêt général, est-ce que ça vient diluer le rôle de l'État, mais l'État est aussi un des acteurs qui s'est le plus désengagé auprès des associations ces dernières années, et donc dont le poids dans le budget des associations est de moins en moins grand. Donc il faut bien que ce budget qui est nécessaire pour ces missions d'intérêt général soit présent. Ça pose la question finalement aussi de la concentration du pouvoir économique, c'est-à-dire quand on est un acteur qui déjà a un pouvoir certain politique ou économique, mais qu'on va aussi le mettre au service finalement de projets d'intérêt général, finalement, est-ce que le rôle que l'on donne à l'argent n'est pas trop élevé? On peut questionner les agendas perso. Enfin, si on prend vraiment sur l'autre, sur un endroit du spectre extrêmement élevé, tout à l'heure, Antoine, tu parlais de Mackenzie Scott, qui a une approche philanthropique assez exceptionnelle, parce qu'effectivement, elle donne des sommes colossales, puisqu'elle a décidé de redonner toute la fortune qu'elle avait pu acquérir au fur et à mesure du temps à travers Amazon. Si on regarde la fondation Bill et Melinda Gates, qui est la première super fondation, c'est probablement l'acteur extra-étatique le plus puissant au monde. Il y a quand même l'année dernière 7 milliards d'euros qui ont été dépensés par la fondation. C'est une fondation qui a un encours sous gestion qui est colossal. C'est quasiment 70 milliards de dollars d'encours sous gestion. C'est-à-dire que si la fondation Bill et Melinda Gates était un pays, elle serait au rang 75 sur 220 du PIB. C'est-à-dire elle est dans le premier tiers des pays en termes de PIB, si elle était un pays. Elle a un encours sous gestion qui est plus important que le PIB de pays comme la Tunisie, comme le Costa Rica, comme le Cambodge ou l'Islande. Donc c'est majeur. Donc évidemment que ça pose des questions en termes de financement et en termes de suivi démocratique. Néanmoins, en tout cas de pouvoir démocratique. Néanmoins, ce sont quelques acteurs qui sont, je disais tout à l'heure, marginaux par leur nombre, mais colossaux par leur volume. On peut interroger ça, mais je ne pense pas que parce qu'on est super philanthrope ou grand philanthrope, on est nécessairement un danger pour la démocratie. Et je ne pense pas non plus, à contrario du coup, que parce qu'on est un petit donateur, on est nécessairement plus vertueux. C'est là où je vais faire un tout petit peu la boucle avec des choses qu'on était en train un peu d'évoquer et que Thomas aussi disait. Donc il disait, voilà, nous on a appris avec le temps à regarder un peu la qualité des projets, etc. On a fait, nous, une étude à l'AFF qui montre que, prospective, à horizon 2033, que plus on va avancer dans le temps et plus on va tous devenir fundraiser pour des causes plus ou moins d'intérêt général, plus ou moins reconnues par l'État. Et la réalité aujourd'hui, c'est qu'on peut être un petit donateur et pour autant poser quand même un problème et un souci probablement démocratique, c'est-à-dire que quand en juillet, je vais dire les choses très clairement, quand au mois de juillet, on a des donateurs qui créent une cagnotte et qui, en l'espace de 24 ou 48 heures, vont collecter plus d'1 million d'euros en France pour soutenir un policier qui tue à bout portant un jeune de 17 ans, je ne suis pas sûr que ce soit forcément vertueux démocratiquement. Et donc, la question, elle est tout le temps d'interroger effectivement l'efficacité du projet et je pense de sortir peut-être d'un fantasme global qui ferait dire que les grands philanthropes sont nécessairement dangereux et les petits donateurs, eux, sont plus vertueux. Merci Jonathan, Antoine. Un mot de conclusion avant de prendre quelques questions. Vous pouvez poser des questions. On est ensemble jusqu'à 10h30. Il nous reste un petit peu moins d'un quart d'heure. Non, mais je pense que Thomas et Jonathan ont bien posé les interrogations, en fait, les problématiques autour de ces deux courants montants de la philanthropie. D'un côté, est-ce qu'on a affaire à des gens qui vont faire de la réputation, de l'honorabilité grâce à leur action philanthropique? Bill Gates, avant la création de sa fondation, était poursuivi pour cartel, pour monopole avec ses outils Microsoft Explorer, etc. Et puis dès qu'il a créé sa fondation, il est devenu un grand bienfaiteur de l'humanité et tout le monde l'applaudissait. Standing ovation partout où il passait. C'est la même chose pour Rockefeller. Donc il y a ce sujet de toute façon qui sous-tend tout ça. D'ailleurs, moi, j'avais écrit un papier il y a très longtemps qui expliquait qu'en France, le bon philanthrope était le philanthrope mort. Parce que c'était le seul qu'on critiquait pas une fois qu'il avait légué sa fortune. Donc d'ailleurs, on n'a pas beaucoup parlé des donateurs qui font des legs et des donations. Du côté de la foule, ça a été posé aussi. C'est clair que c'est la vigilance de ne pas avoir des phénomènes de
d'échappatoire pour des opérations qui sont peut-être pas aussi respectables que ça. Hier, il y avait un reportage sur je crois que c'était au journal télé, mais je suis pas sûr, mais je crois que c'était au journal télévision, où on pointait effectivement les problèmes de collecte pour des cagnottes au profit. Là, il y avait une collecte pour Tsahal, et il y avait quand même une sujet qui était de dire, mais attendez, on fait de la collecte de fonds avec de la déduction fiscale pour financer une association étrangère qui soutient une armée. Alors ça pourrait être Tsahal, ça pourrait être l'armée française ou d'autres. Donc on a effectivement une vigilance absolument importante. Et Thomas, tu l'as dit, il faut quand même regarder à qui on donne. Et plus on est proche du terrain, plus la vérification peut être faite par les donateurs eux-mêmes. Et en tout cas, les structures comme LOASO doivent effectivement avoir une fonction de surveillance et de vérification de ce qui se fait par cette foule qui bouge en tous les sens. Et Jonathan le dit, c'est pas parce qu'on est une foule généreuse qu'on est une foule vertueuse. Et inversement, le grand philanthrope peut avoir aussi des bonnes intentions et ne pas toujours chercher à lui trouver des pots dans la tête. Mais en tout cas, le débat est là et je pense qu'on n'a pas fini d'avoir des échanges. Regardez les dons des grandes fortunes françaises au Resto du Cœur, ce que ça a déclenché comme réaction immédiate de la part de tout un tas d'observateurs. Et si vous avez des questions, vous avez un petit onglet en bas à droite pour poser vos questions à nos invités qui y répondront. On a encore quelques instants pour y répondre. Et Antoine, pour aller dans ce sens-là, alors l'un n'est pas mieux que l'autre et en même temps, on a besoin des deux. En fait, on a besoin de, je sais pas moi, sauver un bâtiment historique dans un village et que les gens du village se mobilisent. Et puis, on a besoin aussi d'aller soigner encore la lèpre, encore ce genre de choses à l'autre bout du monde, quoi. Je pense que cette dynamique-là, elle est presque, je dirais, c'est le ferment positif. C'est le meilleur de nous-mêmes, de pouvoir avoir cette intervention, cette prise en charge de l'intérêt général, de ne pas tout déléguer à l'État ou à des instances supérieures, mais de dire nous-mêmes, nous pouvons nous impliquer, quelle que soit effectivement l'échelle économique sur laquelle on se trouve. Et ça, je trouve, c'est plutôt ce qui est rassurant dans la vie démocratique d'un pays, dans la vie d'une société civile, c'est d'avoir ce type de préoccupation au niveau minuscule, micro-local, et puis au niveau peut-être plus général et plus international. Donc je trouve ça hyper encourageant. Comme le dit Jonathan, il n'y a pas à opposer, il y a à considérer que c'est un tout. On n'a pas parlé du mécénat d'entreprise qui pèse aussi de manière importante en France, beaucoup plus d'ailleurs que dans d'autres pays européens et par exemple aux États-Unis. L'intervention de l'entreprise comme mécène est beaucoup plus faible en proportion qu'en France et en proportion surtout des dons des particuliers. Donc je pense que tout ça est plutôt encourageant, d'un bon esprit qu'il faut continuer à encourager et de dire que c'est le meilleur de nous-mêmes qui s'exprime à ce moment-là, quoi. Alors, on a deux questions. La première, je sais que vous avez quelque chose à dire là-dessus parce qu'on en a effectivement parlé ensemble. Certains disent un tel ou ne donne que pour déduire des impôts. En fait, souvent, on a l'image de milliardaire qui veut déduire des impôts ou de la foule généreuse qui veut déduire des impôts. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Est-ce que le don est forcément quelque chose qui a un truc caché derrière où je vais payer moins? Mais peut-être plusieurs éléments de réponse par rapport à ça. D'abord, je pense que c'est une question qu'on nous pose tellement, et que ce soit dans nos cercles privés ou professionnels, que j'ai à peu près toujours la même réponse. D'abord, en France, c'est pas les États-Unis. En France, on a une économie d'impôt, mais une économie d'impôt qui est partielle. C'est-à-dire que donner coûte de l'argent. Ça fait, on gagnerait de l'argent à ne pas donner. Il y aurait une économie, clairement. Aux États-Unis, vous pouvez défiscaliser 100% de votre don et vous n'êtes même pas obligé de l'utiliser dans l'année qui suit. C'est-à-dire que quand vous créez votre fondation, votre Donor Advised Fund, vous mettez l'argent dedans, il est défiscalisé à 100% et vous avez comme obligation uniquement de pouvoir en dépenser 5% par an minimum. En France, vous faites un don, il y a toujours une part qui coûte, qui va être entre 25 et 40% en fonction du type d'impôt sur lequel vous allez jouer. Donc, votre économie d'impôt, elle est partielle. Donc, finalement, votre don, il va servir à flécher votre impôt, c'est-à-dire mettre votre impôt là où vous pensez qu'il sera le plus utile, ou en tout cas pour soutenir une cause qui vous semble noble, juste, à laquelle vous croyez. Et deuxième élément, quand on regarde les flux financiers philanthropiques, il ne faut pas oublier que l'État est garant de l'usage de ces flux. C'est-à-dire que
pour pouvoir être défiscalisé, il faut que ce soit un projet d'intérêt général ou un projet d'utilité publique. À partir de ce moment-là, c'est la responsabilité de l'État d'organiser la société et de faire en sorte que l'argent qui est donné et qui est défiscalisé soit d'un usage qui est correct. Et donc, c'est là, aujourd'hui, toutes les questions qu'on pose autour de ces cagnottes, évidemment pas défiscalisées, qui sont des micro-cagnottes, versus des projets d'intérêt général qui ont besoin d'avoir des moyens pour lesquels on leur donne, du coup, cette capacité de défiscalisation qui est finalement une des lois les plus incitatives en Europe depuis 2003, la loi Ayagon. Et on a de la chance finalement de l'avoir puisque ça a vraiment permis de favoriser la philanthropie et de donner les moyens à des projets indépendamment de leur taille d'exister sur des territoires. Et c'est pas, quand on défiscalise, c'est justement pas pour financer la nouvelle voiture de votre oncle ou que sais-je encore, ou la fête du coin du village. C'est vraiment pour des projets en fait qui ont une utilité publique, qui font partie de l'intérêt général, dont l'État est garant. Thomas, rapidement, il y a 2-3 questions. Si on peut essayer de répondre de manière assez succincte pour pouvoir essayer de répondre à toutes les questions. Oui, moi je vais plutôt prendre l'effet inverse. En fait, c'est tout simplement de dire qu'aujourd'hui, il y a près d'un foyer sur 2 qui ne paye pas d'impôts et pour autant, on sait qu'ils sont aussi, quoi qu'il en soit, engagés. Et donc, un tel ne donne que pour les impôts. C'est effectivement, on a créé, et je pense qu'en tant que fundraiser, d'une certaine façon, on a aussi, on travaille d'une certaine façon à cet endroit sur la partie générosité, appel à dons. Quand on se regarde tous en fin d'année, on a beaucoup de messages qui partent autour de la défiscalisation. Et potentiellement à raison, parce que ça permet de créer, de collecter des fonds et de rappeler que c'est le moment de donner. Et pour autant, la générosité, et ça c'est vraiment un point important, n'entraîne pas automatiquement de dons, de reçu fiscal. Et donc effectivement, en fait, ça démontre à quel point aujourd'hui on a le prisme de regarder le don à travers le prisme de la fiscalité. Et ça vaut pour la foule généreuse, mais ça vaut aussi pour les grands philanthropes. Rappelons-nous qu'un certain nombre de dons récents, qui dépassent des dizaines de millions d'euros sur certaines causes, n'entraînent rien du tout en termes de défiscalisation, pour une raison simple, c'est qu'en fait la personne qui est en train de donner a déjà atteint son plafond. Et donc à la différence, comme le dit très bien Jonathan, à la différence de ce qui se passe dans certains pays, aux États-Unis par exemple, où on peut prolonger cette défiscalisation, en France c'est pas le cas, elle a quand même une date de péremption. Et donc en fait, à un moment, c'est pas obligatoirement le reçu fiscal et la défiscalisation qui est le stimuli. Et ça va bien au-delà. Et je pense que c'est un point important. Par contre, aussi nous, en tant que fundraiser, c'est aussi l'importance de valoriser l'impact du projet et la signification de c'est quoi l'engagement et c'est quoi son impact de la générosité. Et la défiscalisation est en fait plutôt une opportunité supplémentaire, mais n'est pas la raison principale de la donation. Oui, c'est un outil et c'est une incitation, mais c'est un outil dont les fundraisers sont très bien dotés. C'est un outil et une incitation. Et effectivement, à la fois, il y a un niveau de défiscalisation, mais il y a aussi un seuil, et ces seuils sont très largement dépassés, notamment dans la grande philanthropie, depuis quelques années. Autre question, parmi les grands donateurs, sans pour être milliardaire, il existe un courant qui vient des entrepreneurs qui choisissent avec l'accord de leurs héritiers de placer leur capital dans des fondations actionnaires. Il y a un double impact, c'est maintenir la raison d'être de l'entreprise et donner du sens à la réussite de l'entreprise par un engagement philanthropique. Est-ce que c'est un courant précurseur d'une économie libérale vertueuse? Alors la question est super vaste, mais je vais vous demander d'avoir un exercice de style qui fait que... Je vais me permettre, je vais la jouer très courte. Oui, c'est un courant précurseur. Chez Helloasso, nous, on regarde avec attention ces mouvements-là, parce que c'est des choses qui nous animent. Ça va aussi bien du côté de la fondation, mais plus globalement dans toute la partie économie sociale et solidaire, puisque ça prend aussi la forme de coopérative. Donc on repense le modèle de la société SAS traditionnelle pour proposer des modèles qui sont beaucoup plus inclusifs dans sa réussite et dans le partage des bénéfices. Un exemple très concret, sans parler encore une fois de fondation, mais on l'observe de plus en plus, et je pense que là, Jonathan, un exemple très concret, mais en plus de ça, c'est avec la loi de l'ESS en 2017, on a créé les structures des entreprises solidaires d'utilité sociale. C'est pas du tout anecdotique ce choix-là, puisqu'en fait, ça démontre qu'aujourd'hui, on reconnaît aussi que certaines entreprises ont de l'impact en tant que tel, de l'impact social, ont un modèle qui est vertueux, ont une redistribution des bénéfices qui est vertueuse, locale, avec aussi une gestion des salaires qui est complètement différente d'une structure plus traditionnelle capitalistique. Et donc, en fait, effectivement, on commence à voir que la société
traditionnelle est en train de muter. Ça va avec la création, comme Dominique le partage, de ces fondations actionnaires, mais ça va aussi dans d'autres sens avec des nouveaux modèles d'entreprise, des nouveaux modèles en fait qui ont certainement beaucoup plus d'impact. Jonathan, un mot? Oui, moi je pense que c'est alors d'abord la philanthropie est un outil qui est ancré dans une société capitaliste et libérale, donc c'est un outil qui permet de se battre à mesure de la manière dont la société est organisée. Ça, c'est un premier élément. Le deuxième, c'est que oui, on voit qu'on est dans une économie qui est en train de bouger. Thomas était en train de parler des ESUS ou de l'économie sociale et solidaire de manière globale. On voit aussi que commence à arriver de plus en plus de sociétés dites à mission. Et on voit bien que le changement de statut qui met la mission de l'entreprise comme étant une mission vertueuse au service de l'humain ou de la planète, au-delà des revenus capitalistiques, et aussi un mouvement de société de fond. Et de plus en plus, moi, ce que je peux voir en France, par exemple, ce sont aussi des entreprises qui automatisent finalement la création d'une fondation et sa dotation à travers un pourcentage des revenus ou des bénéfices de l'année précédente, et donc en fait qui va institutionnaliser la redistribution à travers une fondation d'entreprise en reversant du coup par exemple 1% de ses bénéfices chaque année en tant que capital de la dotation. Dernière question qui est philosophique, et je ne sais même pas si on arrivera à y répondre. Comment est-ce qu'on met en place les garde-fous? En fait, c'est quoi la frontière, on disait, entre la cause qui serait bien et la cause qui serait pas bien? Qui est l'arbitre? Ouais, c'est à la fois philosophique, et si on a encore 2 heures, moi je veux bien rester. Si on n'a pas 2 heures, dans l'absolu en France, c'est l'État qui est garant de l'utilité publique et de l'intérêt général. Je ne peux que partager. C'est 1789. Peut-être une petite chose pour nuancer un tout petit peu, c'est que peut-être que derrière la question se pose de quel est le garde-fou sur qu'est-ce que je permets à un philanthrope de faire. Voilà, qu'est-ce que je permets à un philanthrope, qu'est-ce que sont les contreparties justes, etc. Là, effectivement, moi, mon point, c'est toujours de dire, soyez certains et convaincus que entre ce que fait le philanthrope pour vous, ce qu'il vous donne et ce qu'il vous demande, ce soit équilibré et que ce soit d'abord et avant tout au service de l'association et du projet et pas au service de la personne qui donne. Merci à tous les trois. Antoine, tu veux dire encore un mot avant qu'on donne rendez-vous à nos visiteurs, à nos spectateurs pour 14h? Écoute, non, une conclusion en un mot. Merci aux deux intervenants qui ont à la fois posé un équilibre à la balance. On a d'un côté les millions de personnes et de l'autre les milliards de dons de millionnaires qui montrent bien qu'en fait on est dans une dynamique qui va dans le bon sens, et même s'il y a des dangers, des garde-fous à mettre en place, en tout cas, on ne peut que se féliciter qu'il y ait un ruissellement complémentaire à la redistribution qui passe par la philanthropie, et il faut l'accompagner, l'encourager et la développer. Donc merci beaucoup pour la qualité de ces interventions. J'ai appris beaucoup de choses ce matin, donc je suis très content. Merci à tous les trois. Merci effectivement à tous les trois. Et donc, on vous donne rendez-vous à 14h. Vous pourrez suivre l'atelier, la stratégie, la colonne vertébrale de votre fundraising. Ça sera beaucoup plus précis et concret. L'idée de ces plénières, c'est de prendre un petit peu de hauteur de vue sur des sujets. Et je vous redonne le rendez-vous parce que je résiste pas, sur l'intelligence artificielle qui aura lieu vendredi à 16h. Et les invités de vendredi seront tout aussi passionnants que Thomas et que Jonathan. Donc, ne ratez pas ce rendez-vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et bonne journée à tous. Bonne journée. Merci les amis, à bientôt. Merci.